Bonjour Raphaël Bardas. Bonjour Sandrine Manteau. T'as vu? Bon, je me retrouve avec plein de bouquins sur le genou. Oui. C'est ça. Mais alors à la base, alors voilà, je suis très perturbée parce qu'à la base, je t'invitais, Raphaël, pour nous parler des Chevaliers du Tintamarre. Oui. Je lis que c'est ton premier bouquin. Tu me dis oui, c'est mon premier bouquin, mais ce n'est pas mon premier bouquin. Voilà. Alors, je ne sais plus à quel sein me vouer. Alors, ça c'est mon actu. C'est le dernier roman que j'ai publié, qui est aussi mon premier roman en librairie. D'accord. D'accord, donc il est sorti juste avant le confinement, il y a un an, en 2020, aux éditions de Nemos. Et il a une belle carrière. Et il fonctionne pas mal, effectivement, je suis plutôt content, il fonctionne pas mal. Et d'ailleurs, un autre roman dans le même univers, qui sera 2 fois plus gros, sortira fin août 2021. Ah oui, voilà. Donc c'est tout demain. Oui, voilà. Pépite de l'imaginaire 2020. Oui. T'es un garçon plein d'imagination. Mais c'est de la littérature de l'imaginaire. C'est ça. C'est ce qu'on appelle toujours d'ailleurs de la fantaisie. Oui. Ça vient au départ de l'heroic fantasy, de la sword and sorcery. Aujourd'hui, il y a tellement de sous-genres que ça part dans tous les sens, donc on a fini par englober ça par le terme français littérature de l'imaginaire. Bon, à la base, tu as étudié le théâtre médiéval. Alors, j'ai fait des il y a longtemps, oui, il y a longtemps. On parle de la fin des années 90, même du milieu des années 90. Disons que en arrivant à la fac, je me suis pris de passion pour la littérature médiévale, puis j'avais fini par me spécialiser à un moment dans le théâtre médiéval et en maîtrise par partir sur complètement autre chose, puisque je m'étais intéressé à l'époque à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Et alors, le théâtre a occupé une grande place dans mon parcours et dans mes influences. Et le Moyen-Âge, et là on est dans un univers de Moyen-Âge. Alors vas-y. Parce qu'on mange des bêtes, tu m'as dit, des... Ah, raconte. Mais il n'y a pas que le Moyen-Âge. Ça me fait peur. Tu m'as fait peur tout à l'heure. Nous sommes en 2021, on ne mange plus de bêtes. Nous sommes tous véganes. Des bêtes mystérieuses, tu m'as dit. Non, oui. Alors, c'est plutôt XVIIe siècle, l'influence, l'inspiration. Ah oui, d'accord. Oui, ça va évoquer quand même un système féodal parce qu'on a des chevaliers. Le roman s'appelle Les Chevaliers du Tintamarre. Mais moi, l'univers que je décris là-dedans est davantage inspiré par les Trois Mousquetaires, par un XVIIe siècle tel qu'on a pu l'imaginer au XIXe ou au XXe siècle. Oh, c'est beau ça. Alors, moi j'ai retenu une devise qui m'a donné envie de t'inviter, sinon je ne sais pas si je t'aurais invité. Avant d'être héros, chevalier ou prince, il faut savoir lever le coude. Oui. C'est une philosophie de vie. Alors, moi je sais lever le coude, mais par contre j'ambitionne absolument pas d'être héros, chevalier ou prince. Mais je sais que tu aimes beaucoup Bukowski. J'adore Bukowski. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec la choucroute en l'occurrence aujourd'hui. Non, mais tu vois, quand j'ai présenté pour la première fois ce projet à mon éditeur, moi je lui ai dit que j'aime beaucoup la fantaisie, j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, mais ça ne m'intéressait pas. Je ne sais pas faire d'ailleurs, d'aller raconter une énième histoire de fantaisie, le roman initiatique, le héros élu des dieux et qui allait devoir, je sais pas, reconquérir son trône. Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais envie de plaquer une littérature à la Bukowski ou à la John Fante sur de l'imaginaire. Donc mon travail, il va dans ce sens-là. Et je sais d'ailleurs que notre ami commun Sylvain Gillet fait à peu près la même chose avec le policier. Ah ben. Je ne sais pas s'il t'a parlé de ses influences, non, mais pas du tout. On s'est rendu compte qu'on avait quand même Sylvain Gillet, tu m'as déçu sur ce coup-là. Il faudra que tu reviennes. Franchement, bravo. Bon, alors, dedans, c'est plein d'humour. Je crois que tu es un garçon un peu pétillant, hein, on va dire. Tu parles des aventures de Silas, Morue et Rossignol. Ouais. Rien que ça me donne envie, quoi. Alors en fait, c'est pas Morue, c'est la Morue. Ça doit être un monsieur, c'est très important, c'est la Morue. Il n'y a que les proches qui peuvent l'appeler Morue. Ah bon, ça l'énerve et il va se bagarrer, mais c'est la Morue. D'accord, très bien. Et alors, ils vont se battre contre des gargueux, là. Oui, alors à un moment dans... Des garguelards. Non, il n'y en a qu'un, il y a un garguelard. D'accord, et des spadassinges. Il y a un spadassinge. Tu gardes le mystère. Bon, un spadassin, non, mais tu peux garder le mystère. Non, je vais y venir. J'adore parler. Surtout de moi. Et donc le spadassinge, c'est une contraction de spadassin et de singe. Oui, c'est logique. Spadassinge. D'accord. Donc c'est un spadassin, donc quelqu'un qui est adroit à l'épée et qui grimpe au mur.
oui, qui est très d'accord. à l'aise pour se déplacer. Et comme C'est mes pas un personnages animal, c'est pas c'est un une être personne. fantastique. C'est une personne simplement. L'un d'entre eux a observé cette personne et veut dire à ses copains, voilà, j'ai vu une personne qui faisait ça. Et le seul des trois qui a lu 2 ou 3 livres et qui est capable d'aligner les mots, il dit espadassin, gramme comme un singe, paf, c'est un spadassinge. Et donc ça va s'enchaîner là-dessus. Bon, c'est très bien. On laisse ça de côté parce Si que tu tu veux. nous as apporté plein d'autres bouquins et ça, je ne m'y attendais pas. Bah oui, tu m'as dit apporte tes livres. Et, Voilà. Alors, on alors, a j'ai pas ça. tout apporté. Oh, c'est fou ça. Il faut dire que vu ton âge, oui, c'est normal. Et oui. Aux traîtres, Tu veux vraiment que nous parlions indomptables. de nos âges, Sandrine Non, Manteau. Alors voilà. Ouais. Ça c'est ton premier roman, mais c'est pas ton premier roman puisque ton premier roman c'est celui-là. Voilà. D'accord, c'est normal, on a tout compris. Raconte. Alors, tu peux me passer le gros livre rose qui est là? Celui-là. Oui, c'est vrai que ça va avec, on dirait. Il y a quelques années, j'ai créé un studio de création de jeux de rôle qui s'appelle le Studio Dead Crows. Et C'était à Orléans? ça a commencé à Orléans. Maintenant, ils sont à D'accord. Montpellier. Je ne sais plus moi du tout qui dirige l'affaire, mais au départ, c'était orléanais. Et notre premier vrai succès en jeu de rôle, c'était ça, Capharnaüm, l'héritage des dragons. Donc, On était dans quelles années? il est sorti en 2007. Donc c'est la grande période des jeux de rôle, c'était plutôt les années 90. Ah oui, là on est Donc déjà on après, est ouais. déjà bien Ouais. après. Oui, oui. Et malgré tout, ce jeu-là a quand même connu un certain succès. On est dans l'ambiance Mille et une nuits, antiquité pré-islamique, le bassin méditerranéen. Enfin, je m'intéressais énormément à l'imaginaire méditerranéen. Bon, ça reste le cas aujourd'hui. Et quand ce jeu a eu 10 ans et que le Studio Dead Crows avait été repris par d'autres personnes, ils ont fait une édition anniversaire, un peu augmentée. Et pour l'occasion, on m'a dit, ça ne dirait pas de nous faire un petit roman pour le financement participatif sur Internet? Voilà. Et hop, ça, en une nuit, c'était Et ils fait. sont pas mal les rires enregistrés derrière. Ouais, c'est bien. Ouais. En une nuit, c'était fait. Ah non, pas en une nuit, mais ça a été très vite parce que c'est 2 mois de travail seulement. C'est très court, hein, c'est 160 pages. C'est 160 pages ce roman-là. Et donc je l'ai écrit, il a été financé, tiré à peu près 500 exemplaires. Et tout est parti avec le financement. Et après, il ne s'est vendu qu'en boutique spéciale. Il me tombe des mains. Oui. Il ne s'est vendu qu'en boutique spécialisée et sur les salons spécialisés, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais le jeu de rôle, t'étais tombé comment dedans? Je t'imagine en cave, Je en courais. machin. Tu courais Je dans courais, voilà, il y avait c'est une ça marche. Non, mais est-ce que tu faisais des soirées de jeux de rôle Mais comme oui, mais à en la fait, grande époque? moi, je suis arrivé au collège comme tout le monde avec 3 ans de retard à 14 ans. Et non, à peu près à l'âge des autres, je suis arrivé au collège et j'avais encore envie de jouer au bonhomme. Tu sais. Ouais. Et puis je voyais que je jouais plus, on était tous grands, plus personne jouait. Et puis quoi, t'as regardé un dessin animé, oh la honte. Et on pouvait pas faire ces choses-là. Donc moi, j'ai commencé à me cacher comme tous les autres et puis à jouer en cachette avec mes bonhommes. Et puis après à écrire des histoires. Et puis à me rendre compte que j'avais des potes qui avaient voilà. un peu le même comportement. Puis il y en a un qui nous a dit, ouais, vous savez, moi, mon grand frère nous a fait jouer à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est quoi? Bon, il y a des donjons, il y a des dragons. Attends, ça a l'air bien. Et puis voilà, je suis tombé dans le jeu de rôle comme ça, et ça a été vraiment une énorme passion. Une énorme passion. Tous les mercredis après-midi, toutes les nuits du vendredi au samedi, tous les samedis après-midi, tous les dimanches après-midi. Je suis resté vierge jusqu'à 32 ans. Et Jusqu'à rencontrer Roxane qui en avait 12 à l'époque. Voilà. C'est ça. Très bien. C'est l'admi qui est importante. On continue avec, avec Abîme. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je n'ai pas inventé l'univers d'Abîme, mais quand j'ai commencé... voilà. On a du temps? Oui, tu sais, ici Donc, on est free. à la fin on est des libre, années, monsieur Pascal Weber? Comment? À la fin des années 90, donc j'ai créé avec un groupe de copains orléanais, donc mes copains avec qui je faisais du jeu de rôle depuis l'enfance, et quelques personnes que j'ai rencontrées pour l'occasion et qui eux étudiaient les arts visuels à l'Institut d'art visuel orléanais. On a créé un fanzine qui s'appelait le Cluricone et qui ne parlait que de jeux de rôle. Et on a eu la chance d'être repéré cette année-là et de remporter le prix du meilleur fanzine papier. À l'époque, on faisait ça en papier. On en parle encore ouais. sur les réseaux sociaux quand on cherche des informations sur toi. Oui, mais il y a des gens qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux et qui se fouettent le Qui dos se en disant flagellaient. ouais, ah, Raphaël Barbas, ils font ça. Le créateur du fameux fanzine. C'est vrai. Et
Et donc, quand ce fanzine a eu du succès, un éditeur m'a appelé à l'époque et m'a dit écoute, on a été intéressé par des choses que tu as écrites dans ce fanzine, est-ce que tu voudrais travailler professionnellement pour nous? Et c'est comme ça que je suis entré professionnellement dans le jeu de rôle, et on m'a proposé de développer, avec beaucoup d'autres personnes, l'univers de Mathieu Gabory. Mathieu Gabory, c'est un peu le père de la fantaisie française moderne. Il fait partie des quelques auteurs, et les éditions Mnemos font partie des quelques éditeurs qui, dans les années 90, ont donné un second souffle à l'imaginaire français. Et alors là, c'est quel univers, Gabory? On dirait Renaissance fantasy. D'accord. Renaissance imaginaire. Et donc j'ai travaillé sur du jeu de rôle avec eux pendant des années. Et à l'époque, on avait eu l'idée. Donc ça, Abîme, il y a des romans de Mathieu Gabory qui se passent dans cet univers, d'excellents romans que je conseille. Et ces romans-là se passent dans une ville donc, qui s'appelle Abîme. Et on a eu l'idée d'en faire un guide touristique imaginaire. Et ce guide touristique n'est pas qu'une description de la ville, c'est-à-dire qu'il arrive des choses absolument horribles aux 4 rédacteurs, qui sont les alter ego des 4 rédacteurs du livre, et nous avons donc raconté leurs aventures en décrivant la ville d'Abîme. C'est sorti en 2009, des années plus tard, parce qu'à l'époque c'était pas possible de le financer, mais sorti en 2009 en librairie, on le trouve de temps en temps, je le vois encore dans certains rayons, mais... Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a une histoire d'amour derrière. Oui, c'est vrai. Alors moi, comme je suis un peu cuculapraline, je suis une fille, alors j'ai envie que tu nous expliques. Alors Venzia, c'est le dernier jeu de rôle auquel j'ai participé, qui a été publié professionnellement. Donc c'est une idée au départ d'un de mes amis et collaborateurs qui s'appelle Samuel Zonato, qui n'est pas quelqu'un du secteur, hein. Lui il est médecin dans l'Est de la France. Et donc Samuel a toujours beaucoup d'idées, mais il a toujours besoin de beaucoup d'auteurs pour l'aider à rédiger. Et donc ensemble on a développé Venzia dans le courant des années 2000, et puis c'est tombé à l'eau pendant quelques années. Moi j'ai quitté le studio Dead Crows parce que, on va dire, une sorte de burn-out créatif et besoin d'arrêter. Ma vie entre-temps change, évolue, le studio Dead Crows, c'est imprononçable, je sais même pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Le studio Dead Crows est repris par d'autres personnes, dont François Sedel, qui était mon co-auteur sur Capharnaüm. Donc, ces gens qui sont de bien meilleurs gestionnaires que moi sont aujourd'hui à la tête du studio Dead Crows, qui est l'un des principaux éditeurs de jeux de rôle en France en ce moment. Et donc, ce avec quoi ils se sont relancés, c'était Venzia. Ils ont repris ce vieux projet, ils l'ont relancé, et ils avaient besoin d'auteurs pour remettre un peu de peps. Et mon amoureuse ici présente, Roxane Bourget, et moi-même avons fait partie de l'équipe d'auteurs. Et parce que c'était Renaissance, et nous, on est tous les deux plutôt orientés vers le 17e, 18e siècle, mais la Renaissance, ça nous parle aussi. Et donc, on s'est vraiment bien fait plaisir sur ce jeu et sur ses suites. Il y a eu des suites, on parle de suppléments dans le milieu du jeu de rôle, mais il y a eu des suites qui sont sorties récemment d'ailleurs. Comme le nom l'indique, ça se passe pas à Knokke-le-Zout. Non, Venzia, c'est une cité ambiance Da Vinci Punk. Donc il faut imaginer une ville. Tu as vu le postillon énorme là? Le prochain, tu l'évites, hein, déjà que là on est en plein cluster. Pascal, ça c'est très important, ça tu gardes ça, s'il faut garder un moment. Il faut garder mes postillons. Il faut garder les gens qui vont jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle à genoux en se flagellant en disant mon nom, achètent mes postillons. En fait, Saint-Jacques de Compostillon. Voilà, exactement. Et donc, Venzia au départ, de Samuel Zonato, mais que nous avons eu la chance d'être embarqués sur le bateau, c'est du steampunk. Oui, c'est du steampunk, un univers que tu adores, Pascal. Mais cette fois-ci à la Renaissance. Souvent, tu détestes le steampunk? Non, mais plutôt 19e. Alors, le steampunk est très souvent. C'est un genre qu'on assimile au 19e siècle. Mais là, l'idée, c'était de mélanger le steampunk et les inventions de Léonard de Vinci, et l'ambiance de la Renaissance italienne. Bon, c'est superbe. Avec une touche de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, pour ceux qui s'intéressent aux armures de puissance. Et alors là, ouf. Alors, attends, celui-ci... C'est Mnemos encore. Oui. Et alors là, je pense que je vais plus m'y retrouver au niveau pour ce qui est de l'univers. Alors, à l'origine, là, ça c'est pas un jeu de rôle, mais à l'origine, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Rétrofutur, que nous avons édité donc en 2003 aux éditions Multisim, et qui permettait de jouer des résistants dans l'Europole, qui était une ville à l'échelle de toute l'Europe, dans des années 50 imaginaires.
L'idée, c'est qu'à la fin du 19e siècle, les étrangers, des créatures venues d'ailleurs qu'on n'a jamais rencontrées, ont contacté l'humain pour l'aider à s'élever dans la hiérarchie cosmique, on va dire, et nous ont donné des concepts scientifiques, philosophiques, qui nous ont permis d'avancer. Sauf que c'est la merde. C'est une uchronie, mais c'est aussi une dystopie. Dans les années 50, on a des villes à perte de vue, cradingues, avec des dissensions sociales, une hyper-administration. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui est passée par là ? Et non, elle n'a pas eu lieu. Non, elle n'a pas eu lieu. Mais non, parce que grâce à la technologie des étrangers, on a réussi à... Elle n'a pas eu lieu. Voilà, mais finalement, c'est pas mieux. Et... Enfin, c'est pas mieux, je sais pas. Et donc, il y avait un univers tellement riche que l'éditeur qui avait les droits et qui donc maintenant sont les éditions de Nemos a décidé un jour quand ça a été possible, de publier ce livre univers qui présente avec beaucoup de facsimilés, des nouvelles, des rapports d'activité, la Titanopole, on appelait ça les Titanopoles, il y en a plusieurs sur la planète, la Titanopole européenne, et ça a donné ce livre magnifique. Pas forcément facile à lire, mais beau livre. Bon, écoute, quand je t'écoute parler, je t'imagine dans ta salle de cours. Parce que tu es prof aussi, tu es prof documentaliste. Oui, je suis professeur documentaliste. Donc c'est bien parce que tu as les enfants en petits groupes. Oui. Et tu leur parles de quoi ? Ils ont quelle image de toi, tes poussins? Je ne sais pas, il faudrait les interroger. Là, je pense que j'ai un assez bon contact avec les jeunes. Tu leur inculques quoi? Tu leur donnes quoi? Je leur demande de la fermer, je veux être tranquille. Déjà, parce qu'il faut que tu finisses ton dernier roman. Non plus, voilà, c'est ça. Je sais pas, en fait, on a, en tant que professeur documentaliste, on a beaucoup de missions, mais je dirais qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a l'éducation aux médias. Donc moi, j'essaie de beaucoup les sensibiliser aux questions des médias, des réseaux sociaux, de la communication aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros pôle du métier. Puis de l'autre côté, il y a la promotion de la lecture. Il faut réussir à leur donner envie de lire. D'accord. Donc d'un côté de l'établissement, il y a les professeurs de lettres qui vont leur proposer davantage les classiques. Et donc on peut avoir, nous, les classiques dans le CDI, mais l'idée, c'est pas de faire lire aux élèves les classiques, je pense. C'est autrement de les conduire vers un goût plus personnel pour la lecture. On fait de la promotion de la lecture. Et puis on s'est aussi rencontrés sur un atelier d'écriture. Oui. Pour enfants. Oui, qui est un atelier pour enfants. L'idée, c'était que à la MJC de Château-Renard, les enfants avaient une initiation au journalisme, et on s'était dit que dans ce journal, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une partie narrative. Et on avait travaillé sur le storytelling et les techniques de base de narration pour inventer des histoires très courtes, imaginaires, dans le monde de l'imaginaire. Tu sais qu'on a explosé les compteurs? Non. Si, mais ça ne m'étonne pas. D'accord. Et puis alors, on n'a pas encore parlé de ton goût pour l'Espagne, de ton goût pour la savate. Pour la savate, il faut expliquer quand même. Monsieur est professeur de savate, etc. Enfin, il y aurait plein de choses à raconter encore. Il y a quelques années, je pouvais faire le grand écart entre l'évier et comme Jean-Claude Van Damme, entre le lavabo, où vous l'éviez, et le lave-vaisselle. On en parlera aussi la prochaine fois, donc fin 2021, quand le prochain bouquin arrivera. Et moi, je veux finir sur une chose quand même, je balance, parce que si nous avons changé de place aujourd'hui... Si nous avons changé de place sur le canapé, c'est parce que Monsieur Beaugosse, de l'autre côté, a une énorme chic, comme ça. Il m'a dit, si je pouvais être de l'autre côté... Moi, j'ai pas une chic, c'est faux, j'ai juste un trou, j'ai une dent cassée, j'ai pas encore vu ma dentiste. Donc tout ça, toutes ces histoires passionnantes de dents cassées, etc., on pourra les aborder dès qu'on aura le tome 2, en fait, des Chevaliers du Tintomas. Non, ça s'appelle Le Voyage des âmes cabossées. Ce sont les mêmes personnages, 3 ans plus tard, qui vivent une autre aventure. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier. Les hommes cabossés ou les âmes cabossées? Le Voyage des âmes cabossées. Et les âmes, c'est Silas, la morue, Rossignol? Je sais pas. Oh là là, j'ai hâte. J'ai hâte. Merci. Merci à toi, beaucoup, Raphaël. De rien. Fais attention, chatouchon. Je range mon bordel. Voilà. Bon ben. Tac.